Opération caisse vide dans le secteur de la santé. Le parti au pouvoir vend debout. Le MPP trouve l'opération du Sincha exagérée et inacceptable. Ses premiers responsables étaient face à la presse ce matin. À suivre dans la chronique économie de ce lundi, le bilan des dépenses de l'État au titre du premier trimestre 2019, 17,44% de taux d'exécution pour un taux repère de 25%. Pourquoi ce retard? Élément de réponse tout à l'heure. Et puis le pape François se prononce sur la situation au Soudan. Le souverain pontife appelle à la fin des violences et à la reprise du dialogue. Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Cette brève, avant de développer ce titre, les avocats mettent fin à leur mouvement d'humeur. À l'issue d'une assemblée générale tenue ce lundi 10 juin, le barreau a décidé de mettre fin à son mouvement de boycott des audiences pénales. Du coup, les audiences telles le procès du putsch manqué de septembre 2015 qui était bloqué pourront reprendre leur cours normal. Poursuivons en politique avec cette sortie médiatique du parti au pouvoir. Le mouvement du peuple pour le progrès s'est prononcé ce lundi sur des sujets du moment. Dialogue politique, gouvernement-opposition, situation sécuritaire, grogne sociale. Sur cette dernière question, le MPP ne mâche pas ses mots. Il qualifie d'exagéré et d'inacceptable l'opération caisse vide lancée dans le secteur de la santé. Roméo Koueta, Abdourazak Traoré. Finalement, il n'a pas pu être pris en charge. Et on a été obligé de le ramener à une clinique privée. Et il est mort. De l'émotion quand Simon Compaoré parle de ce jeune qui a perdu la vie, faute d'assistance dans une formation sanitaire publique pendant la période de la grève du Sincha, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale tenu du 21 au 25 mai dernier. 2 semaines plus tard, c'est une opération caisse vide qui est lancée pour toujours et encore mettre la pression sur le gouvernement pour le respect de ses engagements. Des actions de protestation jugées exagérées par le président par intérim du parti au pouvoir. Et c'est un jeu dangereux auquel il ne faut pas jouer, prévient Simon Compaoré. Au niveau de la santé, il faut qu'ils révisent leur position. Opération caisse vide. Ah ah. S'il n'y a pas l'argent, on fait quoi? Après, on va dire, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de ceci et cela. L'hôpital ne peut pas fonctionner, la structure ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est pas acceptable. On peut donner des sauts d'humeur à des moments donnés, mais on ne peut pas en faire une ligne de conduite, là, parce qu'on ruine littéralement la santé des populations. Au-delà du Sincha, ce sont tous les partenaires sociaux qui sont invités à la trêve sociale. Le pays est en guerre, estime le président intérimaire du parti au pouvoir, et tout le monde doit y mettre du sien. C'est pourquoi l'ancien ministre de la Sécurité qualifie d'insensé et d'irresponsable les propos du secrétaire général adjoint du syndicat de la police concernant le sous-équipement des commissariats de police. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les propos de ce jeune, parce que je pense que c'est un jeune policier, relèvent de l'irresponsabilité. Secrétaire général adjoint de son État, sa mise à ce jeu-là, en tout cas, il devrait être sanctionné, de mon point de vue. C'est une faute, et une faute grave. Sur cette même question sécuritaire, Pascal Zaïda, un acteur de la société civile, affirmait il y a quelques semaines qu'il soupçonnait le MPP de vouloir utiliser ce prétexte pour reporter les élections de 2020. Interpellé sur la question, Simon Compaoré sort ses gants. Ce n'est pas une insulte, c'est un plaisantin. Des gens qui, au lieu d'aller travailler, moi je ne sais même pas ce qu'il fait. Sachez que Dieu voulant, les élections se tiendront l'année prochaine.
Les élections de 2020 qui devraient être le sujet principal au dialogue politique gouvernement-opposition politique selon le parti au pouvoir. À l'opposition qui estime qu'il devrait prendre en compte tous les sujets d'intérêt national, Simon Compaoré affirme qu'il ne s'agit pas d'une conférence souveraine nationale. Et quand le MPP appelle à une trêve sociale, les organisations syndicales, elles, affûtent leurs armes pour des luttes fructueuses. Le SYNAGFP vient de renouveler sa plateforme revendicative. Le syndicat national des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle a tenu son deuxième congrès ce week-end. Alexis Belemnaba, Arsène Konditamdi. Depuis sa création en 2011, le syndicat national des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle mène le combat pour une jeunesse impliquée dans les politiques publiques. C'est un syndicalisme qui lie la lutte effectivement donc, des populations, la lutte des travailleurs à la lutte des populations. Nous savons qu'en tant que travailleurs, nous ne pouvons pas avoir des acquis, bénéficier des acquis pendant que notre peuple souffre. Si vous regardez effectivement les différentes plateformes, vous allez voir qu'il y a des points qui ne profitent pas uniquement aux travailleurs. Il y a des points, effectivement, quand nous demandons des conditions de vie et de travail pour mieux encadrer la jeunesse, nous pensons effectivement que ce n'est pas des questions qui se limitent à nous. Voilà, si nous faisons le travail d'encadrement des jeunes, je pense effectivement que nous rendons service à notre nation. Donc ce syndicalisme-là, effectivement, voudrait que dans les luttes que nous menons, nous ne pouvons pas effectivement mener des luttes pour nous seuls. Nous menons des luttes pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais aussi nous menons des luttes effectivement pour que l'ensemble des populations puissent en tout cas s'épanouir. Le troisième congrès du SYNAGFP est un moment de bilan et de mobilisation des militants. Pour le secrétaire général sortant Raoul Bayala, des acquis importants ont été engrangés, mais la lutte doit être poursuivie pour l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Le gouvernement burkinabé est invité à apporter des réponses urgentes aux conditions des jeunes. On pense bien qu'au regard du contexte sécuritaire de notre département ministériel, il y a une invite qui est lancée en tout cas au gouvernement pour en tout cas apporter des réponses urgentes et aux conditions en tout cas des jeunes de notre pays. Parce que la source de cette crise sécuritaire est liée au fait que voilà, il y a un chômage en tout cas grandissant par rapport à la jeunesse de notre pays. Et quand des jeunes sont désemparés, je pense qu'ils sont des cibles les plus faciles en tout cas pour animer en tout cas voilà, ces foyers de terroristes. Voilà, donc voici autant de préoccupations qui nous attendent et auxquelles en tout cas les travailleurs sont conviés en tout cas à contribuer pour apporter des réponses urgentes sur l'ensemble des préoccupations des travailleurs et également les préoccupations liées en tout cas à la vie de notre peuple. 84 personnes venues des 45 provinces ont pris part à ce congrès qui a accouché d'un nouveau bureau. Ce congrès a été l'occasion pour le syndicat national des travailleurs des secteurs de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle de s'affilier à la fédération des syndicats FSINTER. Ces chiffres à présent, avec plus de 110 000 travailleurs au ministère en charge de l'éducation, en principe, aucun déficit en enseignants ne devrait se poser dans les écoles burkinabè. Mais la réalité est tout autre. Des salles de classe se trouvent sans enseignants, pendant qu'il y a pléthore dans d'autres structures scolaires. Une mauvaise répartition du personnel qui ne devrait plus passer. Réunis à Koudougou depuis ce matin, les acteurs du domaine doivent élaborer des guides pour faciliter le redéploiement des agents. Didier Daourou, Romo Kweta. Plus d'affectation pour convenance personnelle au titre de l'année 2019 pour les agents du ministère en charge de l'éducation. C'est une décision du ministre Stanislas Ouaro qui date du 5 juin dernier. Pour une meilleure gestion de ces ressources humaines, le ministère procède désormais par des affectations pour nécessité de services qui seront encadrés par un guide de gestion administrative et financière. Donc nous avons décidé d'élaborer un guide, d'élaborer une feuille de route, un guide donc de critères, une feuille de route, d'élaborer donc des textes encadrant la suppléance, les volumes horaires et au niveau donc du ministère en charge de l'éducation. Et ces différents documents-là vont servir de documents pour donc opérer ce mouvement par nécessité de services qui aura lieu cette année. Cette décision du département en charge de l'éducation fait suite à un recensement géographique mené par le ministère en charge de la fonction publique. Les résultats du dit recensement évoquent un effectif pléthorique et mal réparti dans les établissements publics et une mauvaise gestion des volumes horaires du personnel. À titre illustratif, 50 124 salles de classe recensées au primaire pour un effectif de 68 088 enseignants. Pourtant, l'étude révèle un manque d'enseignants dans certaines écoles.
La situation est catastrophique au niveau du MENA. Vous avez par exemple au poste au secondaire des enseignants qui sont affectés dans des établissements et qui ne font rien parce que tout simplement les volumes horaires ne suffisent pas à ceux qui sont déjà là. Ils ne font pas leur volume horaire et donc ils attendent. Il y en a qui effectivement sont dans des établissements, ils ne font que 2 heures par semaine alors qu'ils doivent 22 heures par semaine à l'État. Ils doivent 18 heures par semaine à l'État. Lorsqu'ils sont professeurs de lycée, certifiés de lycée et collège, ils ne font que 2 heures ou 4 heures. C'est une situation alarmante. Pour résoudre cette situation, les structures syndicales, le ministère des Finances et celui de la fonction publique sont tous réunis pour la rédaction du document. Avec plus de 110 000 agences, soit près des 2/3 des agents de la fonction publique, le ministère en charge de l'éducation a mal à la gestion rationnelle de son personnel. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une interpellation à l'Assemblée nationale lors d'une enquête parlementaire. Nous sommes au mois de juin, à la moitié donc de l'année en cours, ce qui voudrait dire qu'en matière d'exécution du budget annuel, les activités devraient être mises en œuvre à 50%, mais le constat sur le terrain montre des statistiques en deçà des prévisions. Pour le premier trimestre, par exemple, pour un taux repère de 25%, le rapport affiche 17,44% des dépenses prévues. Pourquoi ce retard? Rémi Lambert-Nébié nous répond dans sa chronique économie. « 386 milliards de francs CFA dépensés par l'État au 31 mars, c'est l'équivalent de 17,44% des crédits de paiement annuel du budget de l'État exercice 2019. Comparé au taux d'exécution des dépenses de 2018 à la même date, on note un retard de l'ordre de 2%. Comparé également au taux repère de 25%, le retard est manifeste. Ce rapport sur les dépenses de l'État au premier trimestre de l'année en cours, publié par la Direction générale du budget, livre cependant dans les détails diverses raisons pour justifier les retards de décaissement. 21,75% des dépenses de personnes étaient exécutées au 31 décembre sur un taux attendu de 25%. Et selon le rapport, l'écart s'expliquerait par le fait que le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements avec certains partenaires sociaux, notamment la police, la santé et un peu l'éducation. Mais au 31 mars, ces engagements n'avaient pas encore été mis en œuvre. Donc l'argent n'avait pas été décaissé. Au niveau des transferts courants, sur 485 milliards, 84 milliards ont été exécutés, soit un taux d'exécution de 17,29%. À ce niveau, l'écart s'expliquerait simplement parce que beaucoup de structures qui devaient recevoir de l'argent au premier trimestre de 2019 n'ont pas justifié les déblocages de 2018. Donc il est difficile pour le ministère de faire des transferts dans de telles conditions. Et en plus, il y a eu une note que le ministre a eu à adresser au niveau de toutes les structures pour dire qu'il faut reverser les reliquats de 2018 afin que l'on démarre l'exécution du budget 2019. Mais dans l'habitude des structures, on continue de dépenser les reliquats de 2018. Les dépenses d'acquisition en biens et services restent également faibles, soit un taux de 17,32%. Selon le rapport, cela se justifie d'une part par le fait que plusieurs marchés publics ne sont pas encore conclus. Quant aux dépenses d'investissement, elles ne sont qu'à un taux de 14,75%. Et toujours comparé au taux repère de 25%, il y a bien un retard dans l'exécution. Ce taux se justifie seulement parce que beaucoup de bailleurs attendaient la revue du FMI qui est intervenue en mai avant de décaisser les enveloppes. Donc ce qui fait qu'au niveau des investissements, surtout provenant des bailleurs extérieurs, il n'y a pas eu tellement de décaissement. Il est certes très tôt d'évoquer une contre-performance de l'État dans l'exécution du budget 2019, mais il y a bien d'insuffisances à corriger. Donc il faudrait qu'au niveau des habitudes, beaucoup de choses changent. Au niveau des transferts courants, les justificatifs de l'année N-1 puissent être reversés pour qu'on puisse faire des décaissements. Et que les reliquats de l'année N-1 ne soient plus utilisés au cours de l'année N. Là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faudrait que la planification de l'année N+1 se fasse en fin d'année N. Il faut beaucoup travailler sur la planification. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que l'argent va être viré en fin d'année
et il y aurait une sorte de course-poursuite pour vider les caisses. Et cela risque de jouer un peu sur l'efficacité, surtout sur l'efficience dans l'exécution de certaines activités. Surtout que maintenant nous sommes en budget programme, on a le temps de voir venir. La bonne note provient des dépenses en atténuation des recettes de gestion antérieures. Au 31 mars 2019, elles étaient exécutées à 61,32%, soit 0,31 milliard de francs CFA. Vous venez de le suivre. Pour une meilleure exécution du budget de l'État, il faut corriger des insuffisances au niveau du fonctionnement de l'État. L'État qui est également appelé à faciliter l'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales et internationales. La préoccupation était au centre de la concertation État-secteur privé de la région du centre. Kevin Elodizaba, Arsène Konditamde. Stratégie d'intégration des entreprises burkinabées dans les chaînes de valeur nationales, régionales et internationales. C'est le thème qui réunit les autorités du pays et les acteurs du secteur privé. Il s'agit d'échanger autour du développement du secteur privé pour une meilleure expansion des entreprises burkinabées à l'international. Vous savez que le secteur privé constitue justement le moteur réel du développement de notre région et même de notre pays. Donc il est tout à fait normal, il est tout à fait indiqué qu'il y ait ces échanges-là afin de diagnostiquer tout ce qui mine le développement de ce secteur-là, apporter les solutions appropriées pour permettre à ce secteur de décoller, d'être concurrentiel sur le plan national, sur le plan régional et même sur le plan international. Au cours de cette rencontre, les chefs d'entreprises privées ont pu soumettre leurs différentes préoccupations à l'exécutif burkinabé. Ce sont entre autres la concurrence des entreprises étrangères, le manque de formation et de financement du secteur privé et la non-implication des acteurs du secteur dans les prises de décision. Nous estimons qu'avec la situation que nous connaissons dans notre domaine, à savoir que la majorité des transporteurs sont des multinationales, nous n'avons pas assez de moyens pour faire la chose. C'est un transport qui vient et le côté transit interne qui s'en occupe du coup. Ça fait que la part des marchés. Nous souhaitons que l'État puisse nous appuyer, nous accompagner aussi, nous aider pour éviter que cette difficulté nous parle. Nous ne sommes pas associés à un certain nombre de décisions. Et j'estime que nous avons qu'en tant que structure organisée aujourd'hui, il faudrait que tienne compte de nous, à nos syndicats, aux différents rapports, pour que nous puissions être au parfait d'un certain nombre de choses. La rencontre, qui est à sa deuxième édition, abrite également une exposition de produits locaux en vue de leur promotion. Si des acteurs du secteur privé passent des contrats pour l'exécution de marchés de l'État, on parle de commande publique. Quelles sont les notions et les règles qui encadrent la commande publique au Burkina Faso? La question a été développée par l'autorité de régulation de la commande publique au profit des étudiants de l'université Naziboni. Sotuo, Justin Dabiré. Permettre aux étudiants de l'UFR SPIGEC de l'université Naziboni et aux acteurs économiques de Bobo-Dioulasso d'avoir plus d'informations pertinentes sur la commande publique. C'est l'objectif visé par la Fédération des clubs OADA de Bobo-Dioulasso, FECOB, à travers cette conférence publique. Ce que nous avons remarqué qu'au sein de notre université Naziboni, le cursus universitaire s'arrête à la licence, alors que la commande publique est une matière que nos étudiants voient en master. Maintenant, vu cette difficulté, nous réalisons que la commande publique, il est nécessaire à ces étudiants d'avoir des informations nécessaires sur la commande publique afin de pouvoir entreprendre et également postuler pour ce qui concerne la soumission des différents marchés publics pour ceux qui vont intégrer le cadre administratif, comprendre l'organisation et également pour ceux qui seront chefs d'entreprise dans le futur pour pouvoir entreprendre dans ce cadre-là. La commande publique est l'ensemble des contrats passés par les acheteurs publics ou privés pour satisfaire leurs besoins. Cette conférence avec les étudiants de l'université Naziboni vise à élargir le débat sur la question de la commande publique, longtemps considérée comme une problématique des spécialistes du domaine. Pour ce qui est de la conférence à proprement parler, elle va être articulée autour de deux thématiques, dont l'une première thématique qui permettra d'aborder
la commande publique sous l'angle donc de son contenu et de sa finalité. La deuxième thématique va nous permettre d'examiner la commande publique au regard donc, des principes qui la régissent, mais aussi de sa gouvernance. Et ceci pour donner des rudiments essentiels aux étudiants afin qu'ils comprennent l'essentiel sur la commande publique, notamment les enjeux de la commande publique, pour être donc prêts en tant que futurs, je dirais, acteurs de la commande publique. Les autorités universitaires de l'université Nazi Boni apprécient cette initiative de la Fédération des clubs OADA de Bobo-Dioulasso qui est d'une utilité académique, pédagogique et publique pour les étudiants. La commande publique pour les étudiants, en plus d'un intérêt académique pédagogique, et aussi c'est un intérêt d'utilité publique puisque étant bénéficiaires et futurs en fait gestionnaires des programmes et projets de l'État, ils seront confrontés à cette réalité. Donc en cela, le président de l'université Nazi Boni est très content d'accompagner ces genres d'initiatives et qui ne fait que innover en termes d'approche pédagogique, mais également la visibilité des différentes institutions universitaires. À la fin de cette conférence, la FECOB attend que les participants puissent être éclairés davantage sur la notion de commande publique et les règles qui encadrent son fonctionnement. La Fédération des clubs OADA de Bobo-Dioulasso est une association à but non lucratif. Elle compte à ce jour 4 clubs OADA dans 3 universités et une école professionnelle. Restons dans les hauts-bassins avec Soto Justin Dabiré qui a pu constater de visu les exploits réalisés par l'ONG WaterAid et ses partenaires techniques et financiers dans la commune de Pény. Le projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial et scolaire a porté visiblement ses fruits. Suivez. C'est au lycée départemental de Pény qu'a débuté la visite terrain des partenaires techniques et financiers de l'ONG WaterAid dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial. Dans ce lycée, grâce à la formation de 2 enseignants en gestion hygiénique des menstrues des jeunes filles à l'école, Aïcha en classe de 6e et ses camarades comprennent désormais le phénomène des menstrues et arrivent à les gérer avec efficacité. Quand mes règles arrivent pendant le mois de février, je vais parler avec Madame Serré et puis aller me changer aux toilettes. Quand tu dois avoir tes règles, il ne faut pas avoir peur que les règles ne font pas mal. C'est normal d'avoir les règles parce que quand on devient femme, on doit avoir les règles. Les 2 ambassadeurs ont pu visiter les toilettes construites par l'ONG WaterAid. La délégation a ensuite mis le cap sur le village de Finlandais dans la commune de Pény. Là également, les ambassadeurs de la Suède et du Danemark ont échangé avec les populations bénéficiaires du projet de construction de latrines familiales. On est toujours très loin d'avoir rempli les ODD, les objectifs de développement durable, qui parlent de beaucoup de choses, y compris l'assainissement pour la population. Et les données qu'on a au Burkina Faso montrent qu'on est loin d'une situation où toute la famille, tout le ménage a une toilette et qu'on peut utiliser au lieu d'aller dans la forêt. Les populations de Finlandais bénéficiaires du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial saluent l'avènement des latrines dans leur village. Nous sommes satisfaits de ces latrines, car avant, il fallait se rendre dans la brousse pour faire ses besoins. Et des fois, avant d'y arriver, tu peux finir par le faire sur toi-même. En plus, cela va réduire nos problèmes de santé. Ce projet de promotion d'hygiène et d'assainissement familial dans la commune de Pény vient soulager son premier responsable, le maire Abdoulaye Ouattara. Pour le directeur pays de l'ONG WaterAid, cette sortie terrain avec les partenaires techniques et financiers constitue un exercice de redevabilité. Il s'agit d'une visite terrain que nous avons organisée au profit des 2 ambassadeurs pour leur permettre vraiment de prendre le contact avec la réalité, avec les populations, avoir l'opportunité de visiter quelques réalisations, mais aussi discuter avec les différentes catégories d'acteurs, non seulement les bénéficiaires de ces ouvrages, mais aussi les conseillers villageois de développement, les conseillers municipaux, le maire avec ses adjoints, mais aussi les opérateurs de services, que sont les maçons, les agents de santé à base communautaire.
Au cours de cette sortie, l'ONG WaterAid a procédé à la remise de matériel d'hygiène, d'assainissement et d'engins roulants à ses partenaires pour le bon déroulement de leur activité dans le cadre de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. La crise au Soudan et cette réaction du pape François, le chef de l'Église catholique, appelle de tous ses voeux la fin des violences et la reprise des pourparlers. La situation dans le pays s'est exacerbée le 3 juin dernier quand la police a réprimé dans le sang un sit-in près du siège de l'armée. Le pape François a consacré une intention de prière au conflit qui touche le Soudan. Le souverain pontife s'est dit préoccupé par la situation politique dans le pays. Il a en outre affiché sa proximité avec le peuple soudanais qui manifeste depuis des mois contre le pouvoir militaire. En ces jours, les nouvelles en provenance du Soudan causent de la douleur et de l'inquiétude. Prions pour que ces gens arrêtent la violence et recherchent le bien commun par le dialogue. Mais le dialogue dans le pays est loin d'aboutir à des compromis. L'armée détient le pouvoir et ne semble pas prête à le transférer aux civils. Selon le comité des médecins proches des contestataires, 4 personnes ont été tuées dimanche au Soudan où la contestation a entamé un mouvement de désobéissance civile. Depuis la violente dispersion le 3 juin devant le quartier général de l'armée à Khartoum, le bilan de la répression ne cesse de grimper pour s'établir à 118 morts et plus de 500 blessés, toujours selon le même comité de médecins. La foi en Dieu ne rend pas les obstacles plus petits, mais elle les rend plus faciles à surmonter. Puissions-nous toujours garder la foi et la patience durant les épreuves de la vie. Merci de choisir BF1 pour vous informer. À demain.